As-tu déjà vu un tour de magie si incroyable que tu voulais absolument en connaître le secret? Des tours comme se coudre la bouche ou se couper puis guérir la main sont aussi fascinants que leurs explications. Sors ton haut de forme et ton lapin, découvrons 10 des tours de magie les plus dangereuses au monde. Sans plus attendre, commençons. En 10e place, l'illusion de la main coupée et guérie de Dynamo. Récapitulons ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, Dynamo demande à la célébrité de prendre son poignet gauche. Il prend ensuite un couteau et fait une entaille sur sa main qui commence immédiatement à saigner. Après cela, la blessure qui saignait guérit soudainement à l'envers jusqu'à se refermer complètement. Comment a-t-il fait ce tour? Voici l'explication. La clé pour comprendre ce tour réside dans le domaine de la chimie, et il s'agit d'un produit magique spécial créé par un magicien nommé Ran Pink, connu sous le nom de Cut 2.0. Dans la bande-annonce de la performance, on observe le moment où le magicien semble se couper la main avec un morceau de verre, et tout aussi soudainement, la tache de sang disparaît. En plan rapproché, on voit un fin film de liquide transparent là où le verre a touché la main du magicien. Ce film transparent, appelé encre thermochromique, est essentiel au tour. Voyons maintenant l'explication scientifique de l'encre thermochromique et son rôle dans cette illusion. Lorsque nous parlons de peinture thermochromatique, le terme thermo se rapporte à la chaleur et au changement de température, tandis que chromatique fait référence aux cristaux liquides utilisés dans ce type de peinture. Ces cristaux liquides ont une propriété remarquable. Ils changent de couleur à certaines températures, affichant diverses teintes arc-en-ciel. Ces cristaux liquides ne sont ni totalement solides, ni entièrement liquides, mais intermédiaires. Ils peuvent former diverses structures moléculaires. Pour la peinture thermochromique, on utilise des cristaux liquides cholestériques. Les cristaux liquides cholestériques sont formés de molécules disposées aléatoirement en couches, formant un pas, soit la distance entre deux couches successives. Ce pas est crucial pour déterminer les propriétés de changement de couleur de la peinture. Quand le pas varie, différentes longueurs d'onde sont réfléchies, produisant un spectre de couleurs. Toute variation de température perturbe les molécules de cristal liquide, modifiant le pas et donc la couleur. Ce phénomène est justement appelé thermochromisme. Les brasseurs utilisent encore la peinture thermochromique sur leurs bouteilles. En intégrant cette technologie dans leur logo et leur graphisme, ils ont mené un marketing efficace utilisant le changement de couleur comme un attrait visuel. Comment la peinture thermochromique fonctionne-t-elle scientifiquement? Quand la lumière, comme un rayon incident ou solaire, frappe les couches de cristaux liquides, elle réfléchit certaines longueurs d'onde. La distance entre les couches consécutives détermine la couleur réfléchie. Quand la température varie et modifie la distance entre ces couches, différentes longueurs d'onde sont réfléchies, changeant la couleur. À environ 33 degrés Celsius, l'encre thermochromique devient transparente et passe inaperçue. Lorsqu'elle touche un objet plus froid, comme un couteau ou du verre à 25 degrés Celsius, sa structure change et les cristaux liquides réfléchissent des ondes plus longues, apparaissant rouges. Cela donne l'illusion d'une blessure récente, mais c'est uniquement un phénomène chimique, pas une vraie blessure. En conclusion, ce tour de magie repose sur la science fascinante de l'encre thermochromique, qui change de couleur en réponse aux variations de température. En 9e, la cascade de roulettes russes d'Aaron Crow. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le numéro d'Aaron débute quand il invite Howie sur scène et lui fait choisir un des 4 sacs rectangulaires sur la table. Le juge en choisit un, puis le magicien l'ouvre, plante son couteau dans sa base et remet le sac à sa position initiale. Il fait tourner le juge et mélange au hasard les 3 premiers sacs, excluant le 4e à l'extrémité. Ensuite, le magicien demande au juge de mélanger les sacs. Pendant ce temps, Aaron tourne le dos à Howie et cache ses échanges au public. Après avoir mélangé, le magicien lui donne un maillet et lui demande de frapper un pilier en bois sur scène. Le magicien s'approche, allume un compteur et passe sa main au-dessus de chaque sac pendant la lecture. Quand le juge frappe la poutre, il cesse de bouger sa main et écrase le sac en dessous. Aaron mélange les 3 sacs restants, en choisit un et l'écrase à main nue. Il reste 2 sacs sur la table. Le magicien invite Simon sur scène et lui demande d'en écraser un.
Mais alors que le juge s'apprêtait à l'écraser, il pousse sa main vers l'autre sac, l'écrase, puis ouvre le précédent. Le sac que le juge avait choisi d'écraser contenait en fait le couteau retourné à sa base. Eh bien, comment a-t-il fait ? Voici un secret. D'abord, Aaron donne à Howie des instructions précises pour frapper le pilon sur le pilier. Il montre au juge comment frapper la poutre et le corrige s'il va trop vite. Le magicien demande au juge de frapper la poutre pour que son langage corporel l'avertisse juste avant de la toucher. Il pouvait facilement voir le juge du coin de l'œil. Il pouvait donc facilement lire son langage corporel avant qu'il frappe le maillet sur le pilier. Le magicien a demandé au juge de poser une question avant de frapper et lui a indiqué quand le faire. On entend le juge demander à Aaron « Puis-je y aller ?» en passant sa main sur les sacs. Dès que Howie frappe le pilier, en une fraction de seconde, le magicien retire sa main du dessus du sac qui semble contenir le couteau. Le magicien mélange d'abord les sacs sous les yeux du juge avant de lui demander de se retourner. Avant de mélanger, le magicien montre le sac avec le couteau, deuxième en partant de la gauche. Il demande aussi au juge de les mélanger discrètement sous sa cape, à l'abri des regards du public. Pendant que le juge mélange, le magicien tourne le dos et détourne le regard. Par conséquent, aucun des deux n'est logiquement au courant du sac qui contient le couteau à ce moment-là. Mais lorsque Aaron enlève sa cape et se retourne, il sait instantanément quel sac contient le couteau en dessous. Le sac recouvrant le couteau porte une petite croix au-dessus. Ainsi, le magicien repère aisément le sac et évite de se blesser la main. Lorsque Aaron commence à passer sa main au-dessus des sacs, il utilise 2 fois de suite un certain schéma. Il va de gauche à droite d'un sac à l'autre. Cependant, il change de schéma après les 2 premières séries de changements de main. C'est parce qu'il remarque du coin de l'œil que le juge s'apprête à frapper le maillet sur la poutre en bois. On entend la voix de Howie demander « Je dois y aller ?» Je dois y aller ? À ce moment-là, il change complètement sa façon d'alterner les mains. Il passe du 4e au 3e sac, puis revient au 4e sac au lieu d'aller au 2e sac comme dans son schéma initial. Nous remarquons qu'il semble éviter exprès le 2e sac en partant de la gauche, car il contient le couteau. Alors que le juge va frapper du maillet, le magicien déplace vite sa main du second au 1er sac et l'écrase. Quand il ne reste que 3 sacs, le magicien place le sac marqué au centre. Il se met ensuite à bouger sa main au hasard au-dessus des sacs. Déplaçant sa main du 1er sac à gauche vers le sac marqué, il la dirige rapidement vers le 3e sac. Il a agi ainsi car il a vu que le juge allait frapper la barre et a évité de poser la main sur le sac du milieu. De plus, Aaron déplace le sac marqué à gauche lors d'une coupure de caméra, alors qu'il ne reste que 2 sacs sur la table. Nous avons vu que Simon a défait le tour sur scène. Le magicien semble indiquer au juge de bouger sa main à droite avec son doigt gauche avant que Howie frappe le pilier. Sa main s'est posée sur le sac de gauche au lieu de droite quand Howie a frappé le pilier. Aaron doit alors tenir théâtralement la main de Simon et la pousser au-dessus du sac de droite. Après avoir pris la main du juge pour écraser le sac de droite, il ouvre celui de gauche et révèle le couteau dessous. Le tour a échoué car le juge ignorait que le sac marqué cachait le couteau. Le magicien n'aurait pas échoué s'il avait fait le dernier tour lui-même. En 8e position, nous avons le numéro dangereux de David Blaine, où il mange du verre avec Arnold Schwarzenegger. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, David Blaine prend tranquillement le verre à vin d'Arnold et boit le reste du vin qu'il contient. Ensuite, il mord tranquillement dans le verre et commence à le manger, au point d'avaler même le verre. Comment a-t-il fait ce tour ? Voici l'explication. Cette discussion porte sur la fragilité du verre et l'importance d'une grande prudence lors de la découpe. Il faut se rappeler que le verre est efficace utilisé en tranchage. Un point clé ici est la capacité de David Blaine à avaler du verre sans se blesser ni saigner. Cet exploit remarquable est principalement attribué à la fragilité inhérente du verre. Le verre, en raison de sa nature fragile, ne réagit pas bien aux forces extérieures. Il se casse immédiatement en petits morceaux sous pression. Vous vous demandez peut-être pourquoi le verre ne blesse pas l'intérieur de la joue ou les gencives quand David Blaine l'avale, malgré son tranchant. Cela vient du processus de préparation. Avant d'avaler, le verre est broyé entre les dents, en sable ou poudre.
Cette transformation ne le change pas en véritable sable, mais le réduit en particules extrêmement fines, proches d'une forme de poudre. Ce verre écrasé ne possède plus de bords tranchants qui pourraient couper la bouche. Comme démontré, lorsqu'une force de concassage verticale est appliquée à un morceau de verre, il se fracture en petits morceaux qui ne sont plus dangereux. Sous forme pulvérisée, il ne risque pas de causer de coupures ou blessures dans la bouche. Un autre point crucial à considérer est le choix des dents pour consommer du verre. Il est déconseillé d'utiliser les canines ou incisives. À la place, vous devriez utiliser les dents situées à l'arrière de votre bouche, appelées molaires. Pour être honnête, il n'est pas recommandé de manger du verre du tout, mais bon. Gardez à l'esprit que lorsque vous écrasez quelque chose d'aussi dur que du verre avec vos dents, cela peut entraîner l'érosion de votre émail, la couche protectrice extérieure de vos dents. Après avoir réussi à broyer le verre en une matière semblable à du sable, il peut être avalé sans danger, sans affecter votre digestion. Tant que le verre reste non contaminé, il ne perturbera pas le processus de digestion. Il traversera simplement votre corps et sera éliminé dans les selles sans problème. En conclusion, la fragilité du verre, combinée à une préparation minutieuse et au bon choix de dents, permet à des individus comme David Blaine d'accomplir des exploits extraordinaires et stupides avec du verre sans se blesser. La transformation du verre, de tranchant à pulvérisé et inoffensif, permet de l'avaler sans effet néfaste immédiat. En 7e place, l'incroyable réception de balles de baseball par Dynamo. Récapitulons brièvement la performance. Dynamo demande à l'un des membres du club de baseball de lui donner n'importe quelle balle de baseball, qu'il signe ensuite. Il demande ensuite à un enfant de signer la balle de baseball. Cette balle de baseball est ensuite signée également par le membre du club de baseball. Dynamo prend alors la balle de baseball signée, la place dans un seau et demande aux autres membres de la mettre dans la machine à lancer les balles de baseball. Dynamo se tient juste devant la machine pendant qu'elle commence à lancer, et d'un geste rapide, il attrape la balle de baseball signée en plein vol et la remet directement aux membres du club pour prouver qu'il s'agit bien de la même balle qu'ils ont signée. Comment a-t-il fait ce tour ? Voici l'explication. Nous remarquons quelque chose d'étrange chez cette personne. La première chose que nous remarquons, c'est que ce gars porte un pantalon cargo. Dans sa poche droite, il y a une balle de baseball. Deuxièmement, en avançant, nous constatons que lorsque Dynamo signe la balle de baseball, au début, ce gars n'a rien dans la main droite et son poing est complètement fermé. Ensuite, on voit que son poing est tourné vers l'extérieur quand un enfant signe la balle de baseball. Le dos de la main de cette personne est tourné vers nous et il semble qu'il tienne quelque chose à l'intérieur. Ensuite, Dynamo lui demande aussi de signer la balle. Quand ce gars signe la balle, Dynamo bloque la caméra et un truc louche se passe. Ensuite, quand il tient la balle de baseball, il cache quelque chose dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », pensez aussi à vous abonner. Je vous serai vraiment reconnaissant pour votre soutien. Cela aide vraiment à faire grandir cette chaîne. Merci, maintenant, revenons à la vidéo. Cette personne est en fait l'assistant de Dynamo. Seule cette personne connaît le tour. Dans la poche de son cargo, il a une balle de baseball signée 2 fois. La première signature sur la balle est celle de Dynamo, la seconde celle de l'assistant, faite avant la performance. La balle de baseball en double était dans sa poche de pantalon cargo. Nous remarquons lorsque Dynamo prend la balle et la met dans le seau. Il masque la caméra pour échanger la balle avec sa copie. La balle de baseball signée par l'enfant est dans la main de l'assistant, qui la glisse dans la poche de son pantalon cargo. Quand il charge les balles du seau dans le lanceur de balles, on remarque que la main gauche de Dynamo est dans la poche de sa veste. Ensuite, on remarque la main gauche de Dynamo sur sa cuisse, dissimulant quelque chose. Quand les balles de baseball sont lancées sur lui, on le voit saisir quelque chose de la main gauche avant l'attraper. Eh bien, cette balle que Dynamo a attrapée, en réalité, il ne l'a pas vraiment attrapée au départ. En fait, il la tenait dans sa main pendant tout ce temps. On remarque même un instant que la balle paraît comprimée. Cette balle de baseball est faite en mousse, cette balle en mousse qu'il tient, vous pouvez voir qu'elle est d'abord comprimée puis elle se dilate. Lorsque la balle en mousse est remise à l'assistant, remarquez qu'elle était tenue dans la main gauche de Dynamo. Pour échanger cette balle en mousse contre la balle de baseball originale, vous pouvez le voir attraper la balle de baseball originale dans son pantalon cargo, juste ici à ce moment-là.
On peut même apercevoir la balle de baseball en mousse blanche compressée dans son poing fermé de la main gauche, après qu'il a remis la balle de baseball originale de la main droite à l'enfant. En 6e, c'est le tour d'avaler des aiguilles de Dolphus Mig et compagnie. Faisons un bref récapitulatif de la performance. Dolphus Mig et compagnie. Le magicien présente 3 bobines de fil de couleurs différentes et une aiguille épinglée à sa veste. Il avale un fil des 3 bobines de couleur et montre sa bouche vide. Après cela, il retire l'aiguille de sa veste et l'avale soigneusement, confirmant également aux spectatrices Kram qu'il n'y a rien dans sa bouche. Il leur demande de choisir une couleur de fil parmi 3 bobines, elles prennent le rouge. Dolphus Mieg et compagnie, en quelques instants, parvient à retirer l'aiguille de sa gorge, avec le fil rouge attaché dessus. Comment a-t-il fait ce tour ? Voici l'explication. D'après notre observation, l'acte du magicien commence par l'ingestion de 3 fils colorés, noir, rouge et bleu. Étrangement, lorsqu'il avale ces fils, aucune irrégularité n'apparaît sur le côté droit de sa joue. Le processus semble tout à fait normal. Le tournant se produit alors qu'il s'apprête à avaler l'aiguille. Il pose doucement l'aiguille sur sa langue et l'avale. C'est à ce moment précis que nous remarquons quelque chose de particulier se produire du côté droit de sa joue, près de la base. Repassons ce moment au ralenti. Faites bien attention ici, à cet endroit précis, il semble qu'il manipule quelque chose avec sa langue. En avalant l'aiguille, il la dirige habilement à la base de sa joue, où elle se place entre la joue interne et les gencives. C'est là que l'aiguille arrive après avoir été avalée. Vous vous demandez peut-être ce qu'il advient des 3 fils. Rassurez-vous, ces fils ont bien été avalés, sans aucune illusion dans leur disparition. Le vrai mystère, c'est comment le magicien a fait apparaître le fil sur l'aiguille à volonté. Quelle que soit la couleur choisie, il parvenait toujours à nouer ce fil précis sur l'aiguille, comme par magie. Comment a-t-il réussi cet exploit ? Le secret est dans une préparation astucieuse en bouche. 3 petites aiguilles à coudre étaient dissimulées sur le côté gauche de sa joue. Chaque aiguille était déjà enfilée avec un des 3 fils colorés. Les aiguilles étaient soigneusement rangées, lui permettant de trouver facilement celle qu'il voulait dans sa joue. D'un mouvement habile de la langue, il récupérait la bonne aiguille, ajustait son orientation dans sa bouche, puis la faisait discrètement sortir entre ses lèvres. Quand le spectateur retirait l'aiguille de sa bouche, le fil attaché se déroulait sans problème. Au début, le fil était froissé en boule, comme vous le voyez. Ce dispositif ingénieux explique pourquoi le public n'a rien remarqué d'étrange dans sa bouche. Lorsqu'il montrait soi-disant que sa bouche était vide, il ne révélait en réalité que les surfaces supérieures et inférieures de sa langue. En réalité, l'aiguille était habilement cachée à l'endroit que j'ai décrit précédemment. En 5e position, nous avons l'illusion de séparation du corps de Joséphine Lee. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, Joséphine choisit une volontaire parmi le public pour sa performance. Elle allonge la femme sur une table sur la scène et lui retire ses chaussures et chaussettes. Cependant, elle porte une autre paire de chaussettes sous celle que la magicienne enlève et celles-ci restent en place. Ensuite, 2 boîtes sont placées dessus et fixées à la table. La magicienne fait tourner la table, la replace et fixe une barrière aux chevilles et au cou de la femme. Puis, elle insère 2 plaques de métal dans l'espace entre les structures en boîte placées au-dessus de la femme. Incroyablement, les plaques traversent la femme et la table sépare le haut et le bas de son corps. La magicienne et ses assistants déplacent séparément les 2 parties de la table sur scène. Les 2 moitiés de la table sont rapprochées, puis les plaques, barrières et structures en boîte retirées. Puis la femme descend de la table en parfait état, sans égratignure. Eh bien, comment a-t-elle réalisé ces illusions ? Voici le secret. Bien que la femme que Joséphine choisit comme volontaire au début de son spectacle semble être une spectatrice normale. En fait, elle est l'assistante du magicien, donc elle n'a pas été choisie au hasard, et le numéro a été répété avant le spectacle. Quand les assistants du magicien sont arrivés sur scène avec la boîte, nous avons fait quelques remarques. La boîte placée sur la partie inférieure de la table a déjà un autocollant noir dessus avant d'être positionnée sur la table. Cependant, l'homme essaie de dissimuler l'autocollant au public. L'autocollant noir sert à empêcher le public de voir la supercherie lors de la coupe du corps par Joséphine.
Aussi pour éviter qu'il ne voie que les jambes de la femme ne sont pas sur la table et que les pieds de lui sont faux. L'autocollant fait croire que ses jambes sont sur la table et dans la boîte. Joséphine place une barrière à la cheville et aux pieds de la femme, mais il reste assez d'espace pour qu'elle les retire. Ainsi, on l'observe en train d'étendre correctement ses pieds, ce qui n'aurait pas été possible si la barrière était bien fixée à ses chevilles. Elle porte son pantalon et ses chaussettes, pour une raison précise. Un double dispositif est caché sous la table. La partie inférieure de la table comporte une paire de faux pieds fixés en dessous, et ses jambes sont rotatives. La paire de chaussettes que Joséphine laisse sur les pieds de la femme est volontairement laissée, car la réplique de ses chaussettes est portée sur les faux pieds. De plus, nous avons constaté que les chaussettes étaient correctement portées sur les pieds de la femme avant que l'installation ne soit réalisée. Après l'installation, les chaussettes n'étaient pas bien mises sur le faux pied droit. La cheville du faux pied paraît plus épaisse et le pied plus gros que ceux du vrai pied de la femme. De plus, lors de la pose initiale des boîtes sur le corps de la femme, le bas de son corps reposait toujours sur la partie inférieure de la table. De plus, quand le magicien a fait tourner la table, son corps était toujours en position normale. Après que le magicien ait fixé la barrière au pied de la femme, Joséphine tourne la femme de façon à ce que sa tête soit tournée vers le public. Les pintes de la femme sont tournées à l'opposé du regard du public. Ceci cache un mouvement secret que la femme fera sur la table. À ce moment, la femme retire ses jambes de la barrière et les replie dans la boîte supérieure. Les faux pieds qui pivotent sous la table et remplacent ceux de la femme. Joséphine revient avec la deuxième barrière et la fixe au cou de la femme, tandis que son assistant l'aide à rentrer ses pieds. Après l'installation, l'assistant masculin s'éloigne et la table est remise en place. Nous constatons que les faux pieds y bougent en haut de façon peu naturelle, se déplaçant uniquement d'avant en arrière car ils sont mécaniques et programmés ainsi. Joséphine place aisément la plaque métallique entre les boîtes, le bas du corps de la femme étant replié. Elle n'aurait pas pu fixer la plaque aussi facilement si le bas du corps de la femme était encore sur la table. Après avoir déplacé les tables, il les rapproche pour réunir son corps. Après avoir rassemblé les tables, il tourne la table, mettant sa partie supérieure face au public et cachant l'inférieure. Cela a de nouveau servi à cacher le remplacement des faux pieds dont parlait Vresch. Comme cela avait été fait précédemment, l'assistant masculin retire à nouveau la boîte inférieure avec précaution afin d'empêcher le public de repérer l'autocollant noir sur la boîte. En quatrième place, voici le magicien de la transposition. Récapitulons rapidement la performance. Dans ce tour, le magicien s'approche des juges et demande à Simon de choisir une carte à jouer qui doit être signée. La carte signée par Simon est placée au centre du paquet, puis lancée en l'air. Le magicien saute en arrière et attrape la carte. Le magicien montre ensuite une écharpe jaune qu'il donne à son assistante aux cheveux blancs sur scène. Une autre assistante en sweat à capuche jaune est enfermée dans une boîte en verre traversée d'épées pour l'empêcher de sortir. Un rideau est installé sur scène pour recouvrir la boîte. Le magicien disparaît derrière le rideau et échange sa place avec l'assistante en sweat jaune. Quand les épées sont retirées de la boîte en verre, il apparaît à l'intérieur, cette fois avec un sweat rouge. Il s'avère qu'en réalité, c'était l'assistante aux cheveux blancs qui se tenait derrière les juges et que le magicien se trouvait à côté des juges pendant tout ce temps. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Voici l'explication. Il y a deux principaux tours dans cette performance, et le premier consiste à attraper une carte signée pendant un retournement. Pour comprendre comment ce tour est réalisé, faites attention à ce qui se passe lorsque la carte signée est rendue au magicien par Simon. Quand la carte est placée dans la moitié inférieure du paquet, puis recouverte par l'autre moitié, il semble que le magicien manipule le paquet de façon inhabituelle. Ici, il effectue un contrôle de carte, précisément le passage classique. Ici, vous voyez l'exécution du passage classique selon le magicien. Séparé avec l'auriculaire isole le haut et le bas du paquet. Le paquet du dessus est tiré vers le bas et replacé en dessous, plaçant la carte choisie au sommet. Après ce mouvement, la carte de Simon se retrouve au sommet du paquet. Le magicien retourne le paquet face cachée et vous verrez que sa main gauche agit lorsque la carte y passe. Il semble avoir du mal avec, et en observant de près, vous remarquerez qu'un coin de la carte est légèrement visible. Le magicien palme la carte signée de Simon en la poussant avec l'auriculaire contre le dessus du paquet et en la pliant. La carte courbée repose contre la paume tenue entre l'auriculaire et la base du pouce.
Si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et pensez à vous abonner, je vous serai vraiment reconnaissant pour votre soutien. Cela aide vraiment à faire grandir cette chaîne. Merci, maintenant reprenons la vidéo. Nous voyons maintenant que le contrôle de la carte consiste à la garder dans la main gauche du magicien durant le retournement, créant simplement l'illusion de l'attraper dans l'air. Passons à la deuxième grande illusion, le tour de téléportation. Quand la femme en sweat jaune entre dans la boîte et qu'on la couvre, on remarque quelque chose d'inhabituel. Nous voyons des objets noirs là où le verre touche le cadre du couvercle. Ces rectangles noirs ne sont visibles nulle part ailleurs sur le couvercle. Ces objets noirs sont en fait des charnières qui remplissent une fonction importante. Elles permettent à la personne dans la boîte d'ouvrir le couvercle fermé. Ce verre est en plastique acrylique transparent pour des raisons de sécurité. Quand les épées sont dans la boîte, 4 sont horizontales et 2 verticales. Quand le couvercle se soulève, les 2 épées montent aussi. Puisque le couvercle et les épées sont attachés au couvercle supérieur, cela permet à la personne à l'intérieur de s'échapper par le haut. Un échange a lieu entre la fille en sweat jaune dans la boîte et celle près des juges quand le rideau avance. Vous vous demandez sans doute comment cette fille aux cheveux blancs s'est retrouvée derrière le rideau alors qu'elle était d'abord près des juges. Eh bien, pour faciliter cet échange, regardez comment la scène est structurée. Vous remarquerez qu'il y a des escaliers à gauche de la scène qui donnent accès à l'arrière des grands écrans de gauche. Elle marche, passe derrière les écrans, retire son sweat noir pour révéler un rouge, puis échange sa place avec la fille au sweat jaune. Quand le magicien est passé derrière le rideau, il y est resté caché. Ce n'était donc jamais lui dans la boîte lorsque la fille en vert était dévoilée. Le magicien quitte la scène, se cache derrière le rideau et enlève son sweat à capuche rouge, révélant un sweat noir. Le magicien portait en réalité 3 couches de vêtements, une veste noire, un sweat à capuche rouge et un sweat à capuche noire. Il retire sa veste noire derrière le rideau et échange sa place avec la fille, donnant l'illusion qu'il était dans la boîte en verre. La raison pour laquelle il enlève son sweat à capuche rouge pour révéler un noir en dessous, c'est parce que l'assistante aux cheveux blancs portait un sweat à capuche noire lorsqu'elle se tenait à côté des juges. Voilà qui termine l'explication de la réalisation des 2 tours pendant la performance. En troisième, l'illusion de séparation du corps de Crazy Body dans Penn et Teller, Fool Us. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. La magicienne commence la performance en présentant une bouteille contenant de l'eau. En secouant la bouteille, elle devient un liquide rouge que le magicien boit pour guérir son corps. Une fois qu'il entre dans la structure en bois ressemblant à une cage et que le rideau est fermé, son corps se sépare soudainement, de sorte que sa partie supérieure n'est plus reliée à sa partie inférieure. Après avoir rassemblé ces 2 parties, il montre qu'il peut de nouveau marcher et n'est plus handicapé. Eh bien, comment réalise-t-il ce tour ? Voici l'explication. Au début du tour, la magicienne prend une bouteille d'eau et retire le bouchon. En retirant le bouchon, quelque chose semble se passer au bout de ses mains gauche et droite, particulièrement visible sur les doigts de sa main gauche. Ses doigts semblent anormalement rouges comme tachés d'encre. Il est intéressant qu'ils soient rouges pour une raison. En poursuivant nos observations, on remarque ensuite que le performeur masculin cache ses jambes derrière un rideau. On remarque une bosse soudaine derrière le bureau ou le rideau noir quand il se déplace à gauche, divisant son corps et le déplaçant à droite de la plateforme. Cette bosse devient apparente dans cette zone particulière. Voyons maintenant les explications. Concernant la coloration rouge sur les doigts de la magicienne, il s'agissait simplement de colorant alimentaire touché par accident. Elle est entrée en contact avec le colorant alimentaire à l'intérieur de l'un des bouchons, qui avait un trou à sa base. En mettant le bouchon et retournant la bouteille pour la sceller, le colorant s'est répandu et dissous dans l'eau. D'où la couleur rouge au bout de ses doigts. Abordons maintenant l'illusion où le magicien est coupé en 2. Pour mieux comprendre, consultons les schémas. Sur le schéma initial, le magicien apparaît sur la plateforme, jambes bien visibles. Lorsque la porte latérale et le rideau noir avant sont fermés, l'illusion commence. Le mécanisme fonctionne assez rapidement, donc je décris ces petits détails pour fournir une explication complète. Il se tient en haut de la plateforme, les jambes cachées par le rideau noir. Le mouvement des engrenages fait déplacer son corps vers la droite. Juste avant ce mouvement, en gros plan, on remarque un détail particulier de la structure en bois.
Elle semble d'abord être une structure rectangulaire simple, verticale et horizontale, mais deux engrenages dissimulent un cadre diagonal. Ce cadre diagonal est essentiel pour donner l'illusion que son corps se sépare en glissant à droite. Ses jambes sont repliées, d'où la visibilité du cadre métallique diagonal. Il maintient à la base de ses cuisses, ses jambes repliées l'une devant l'autre. En regardant de plus près la vue de côté, vous pouvez observer comment ses jambes sont positionnées l'une devant l'autre. Cela clarifie l'espace limité. Le reste du tour concerne des contrôles mécaniques et on distingue bien la surface diagonale à l'arrière de la plateforme, ce qui renforce notre compréhension de l'illusion. En deuxième, l'illusion de téléportation et d'évasion impossible de Darcy Oak. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Darcy Oak débute en présentant une boîte métallique connectée à des cierges magiques qui exploseront la boîte une fois la ficelle allumée. Il place ensuite un flux vidéo en direct dans la boîte métallique pour montrer l'intérieur sans supercherie. Il demande à Ant et Dec de vérifier les menottes qui confirment leur authenticité. Après avoir mis une menotte à son poignet droit, il passe ses mains par les trous et s'attache à la boîte avec les menottes. La boîte est fermée et soulevée à l'aide de chaînes, donc Darcy n'a aucun moyen de s'échapper. La base de la plateforme brûle et le feu d'artifice débute. Il essaie désespérément de s'échapper, visible sur la caméra en direct, mais échoue et la boîte explose. À notre surprise, Darcy est introuvable. Soudain, les lumières du théâtre éclairent l'arrière de la scène, révélant que Darcy s'est téléporté de l'intérieur de la boîte jusqu'à l'arrière du théâtre en toute sécurité. Comment a-t-il fait ce tour ? Voici l'explication. Commençons par quelques observations rapides. Nous avons d'abord remarqué que la boîte n'est pas centrée sur la scène, comme vous pouvez le voir sous cet angle. Cette position est cruciale car, une fois Darcy Oak dans la boîte, il ne peut s'échapper sans se révéler. S'il devait passer derrière la boîte, il resterait visible à cause du grand espace entre la boîte et l'arrière de la scène. Un autre point important est que la salle est bien éclairée, et non plongée dans l'obscurité comme c'est souvent le cas dans les illusions de téléportation. Les magiciens instaurent souvent une ambiance sombre pour faciliter leurs évasions sur scène. Même si Darcy porte du sombre, cela ne l'aidera pas ici, car l'endroit est bien éclairé. Donc la question centrale est, comment Darcy s'est-il échappé de l'intérieur de la boîte pour se retrouver au fond du théâtre ? Avant de répondre à cette question, parlons du début du tour, en particulier comment Darcy monte sur la plateforme, se tient à l'intérieur de la boîte et passe sa main à travers le trou. Bien que cette illusion soit convaincante, ces mains qui semblent être celles de Darcy avec des menottes font en réalité partie du tour. En réalité, il s'agit d'une illusion. En examinant la vue exposée, on constate qu'une personne, portant des menottes au poignet droit comme Darcy, était déjà cachée à la base de la boîte. Si nous regardons la base de la plateforme, vous remarquerez qu'elle est inhabituellement épaisse. Darcy a installé une caméra en direct dans la boîte et personne n'a vu quelqu'un à l'intérieur car il était caché dans la base, comme montré. Au début, le flux en direct était bien synchronisé avec l'écran quand il a mis la caméra dans la boîte. Cependant, pendant que Darcy était menotté, ils ont remplacé le flux en direct par un autre enregistrement qui était en réalité une séquence préenregistrée. Ce changement a donné l'impression que Darcy était encore dans la boîte à essayer d'ouvrir ses menottes, alors qu'il n'y était plus. Nous savons maintenant que Darcy utilisait un assistant dans la boîte pour remplacer ses mains. Voyons comment Darcy a pu s'échapper à l'arrière du théâtre alors que cela paraissait impossible. Il ne pouvait pas passer derrière la boîte ni sur les côtés, car il aurait été vu. En observant les piliers ou les supports à l'arrière de la scène, on remarque qu'ils sont inutilement épais par rapport à ceux de l'avant. La boîte de Darcy avait un faux fond. Il s'est échappé par ce faux fond en passant par le pied arrière épais de la plateforme. Un sous-sol sous la scène, relié à ce pied, lui servait de voie d'évasion. Pendant la fuite de Darcy, le flux vidéo préenregistré donnait l'illusion qu'il était encore dans la boîte à essayer d'ouvrir les menottes, alors qu'en réalité, c'était l'assistant. Il a pris un passage alternatif pour atteindre l'arrière du théâtre en restant discret. À l'approche du sommet du tour, Darcy, caché dans la base, réapparut. La boîte a explosé et il est réapparu derrière le théâtre, donnant l'impression d'une disparition soudaine et d'une téléportation en coulisses. Vous pouvez encore vous demander où est passée l'assistante, sachant que la boîte n'était plus reliée à la sortie de secours sous la scène.
L'assistante est simplement retournée en rampant à la base de la boîte sur laquelle elle se tenait. On peut même remarquer, sur cette image en particulier, que la base de la boîte possède un grand compartiment, suffisamment grand pour cacher une personne à l'intérieur. Enfin, il faut préciser que la boîte n'a pas explosé malgré les cierges magiques qui l'ont frôlée. Pour des raisons de sécurité, un bouton de déclenchement a été placé à l'intérieur de la base de la plateforme. L'assistant a appuyé après s'être sécurisé dans la base, provoquant l'explosion de la boîte et assurant sa sécurité pendant le tour. En tête, la cascade périlleuse de couture de la bouche de David Blaine. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, David Blaine prend une bobine de fil, casse un morceau relié à une aiguille et se coud la bouche. Ensuite, il demande à l'actrice de choisir n'importe quelle carte dans le jeu. Il déchire un morceau de cette carte et le remet à l'animateur de l'émission. Le reste de la carte est remis dans le jeu, puis après l'avoir lancé, David Blaine semble attraper quelque chose dans sa bouche fermée. La couture s'est coupée avec des ciseaux, révélant dans sa bouche la partie du valet de pique. Après vérification, c'est bien la même carte que David Blaine avait dans la bouche. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Voici l'explication. Commençons par faire quelques observations. Nous allons relever les points clés et expliquer leur contribution au tour. Lorsque David Blaine prend l'aiguille déjà attachée au fil sur la bobine, il casse le fil avec sa bouche. Cela peut sembler normal pour un profane, mais nous révélerons plus tard l'importance de cette étape. Lors du processus de sélection de la carte avec une actrice, Blaine s'assure que le jeu de cartes qu'il étale l'est avec une petite éventail. Il est important de noter cela car il semble la guider vers une carte spécifique plutôt que de lui permettre de faire un choix libre. Au début de la performance, David Blaine parle et interagit avec le public. Quelques cours, rien de compliqué. Il continue cette conversation même lorsqu'il retire l'aiguille de la bobine de fil. Cependant, un fait intrigant survient dès qu'il casse le fil avec sa bouche. Oh mon Dieu! Pour cela, il me faut exactement cette longueur. Qu'est-ce que tu es en train de coudre? Oh, j'ai besoin. Exactement, je dirais. Il devient soudain silencieux. Ce brusque changement de comportement mérite d'être examiné. Nous avons remarqué une autre chose suspecte pendant la représentation. David Blaine déchire d'abord la moitié d'un coin de carte et donne le reste à Jimmy Fallon pour qu'il le déchire plus, mais un examen attentif montre quelque chose d'inhabituel. Il semble qu'un pli prédéfini marque la carte, comme si la déchirure était déjà tracée. Si vous ne l'avez pas compris, quand David Blaine sort la bobine de fil avec l'aiguille et essaie de casser le fil avec sa bouche, ce n'est pas anodin, c'est un moment clé de diversion. Blaine cache discrètement une carte de valet de pique pliée dans sa bouche. Le valet de pique choisi est unique car il lui manque le coin supérieur gauche, et ce morceau manquant devient important plus tard dans la performance. Avant la performance, David Blaine prépare méticuleusement 2 accessoires spécialement conçus. Il commence par prendre une carte valet de pique et en déchire précisément la moitié en retirant spécifiquement le coin supérieur gauche. Il prend ensuite cette première carte déchirée et, à l'aide d'un cutter, trace une fine entaille sur la deuxième carte valet de pique autour du coin supérieur gauche. Cette fine entaille qu'il a tracée sert de pli prédéfini sur la carte, qui guide la déchirure qu'il effectue lorsqu'il déchire la carte devant les spectateurs. La partie restante de la première carte est ensuite pliée 2 fois et dissimulée à l'intérieur du centre creux de la bobine de fil, qui possède justement une section vide dans sa conception cylindrique. David Blaine utilise une technique classique de forçage très précise pour que la spectatrice choisisse la carte prédéterminée. Il crée une brisure du petit doigt dans le paquet, étale vite les cartes et guide discrètement vers la carte voulue. Cette manipulation assure qu'elle prend la carte qu'il souhaite. Il est à noter qu'il semble assez insistant pour qu'elle touche précisément la carte qu'il veut qu'elle choisisse. En revenant au moment où David Blaine se coude la bouche, cette partie du numéro est à la fois authentique et extrêmement dangereuse. Cela rend la performance plus mystérieuse. Il utilise l'aiguille et le fil pour se coudre les lèvres sans aucune précaution de sécurité ni désinfection de l'aiguille. Cet acte audacieux introduit du risque et de l'intrigue, renforçant l'effet de la performance. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et comme toujours, passez une excellente journée.